Ce mois-ci, j'ai vu quelques pépites. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo mensuelle où je vous parle des films et séries que j'ai vus le mois précédent et ce que j'en ai pensé. Je vais faire un classement, mais ne prenez pas ce classement trop au sérieux. On va aller du pire au meilleur, comme d'habitude. Je vais pas revenir sur les films que j'ai critiqués en critique à chaud, les films sur lesquels j'ai fait des vidéos ou sur lesquels je prépare des vidéos. C'est un avis rapide, pas de spoiler, et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Je vais commencer avec des films que j'ai revus et j'ai revu forcément tous les destinations finales pour faire ma critique du nouveau Bloodlines qui était sorti, mais aussi ma vidéo sur les morts les plus traumatisantes de la saga. Et je vais pas revenir sur les films ici parce qu'en vrai il y a rien à dire sur des films vraiment bateaux et j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais pour vous donner mon classement, le pire d'après moi c'est Destination Finale 5. Ensuite, Destination Finale 4, qui est oui très laid. Il y avait la mode aussi de la 3D, si je dis pas de bêtises pour celui-ci. Il y a des trucs un peu dégueux, mais il y a des trucs sympas par rapport aux morts que je préfère au 5e, qui était vraiment horrible. Tu vois qu'il y avait moins de budget, que c'était moche et tout. Ensuite, on a le 3e, qui a quand même quelques idées cool par rapport aux morts, mais aussi par rapport à l'ambiance générale. Le premier, d'après moi, qui est efficace, mais il n'avait pas encore trouvé son identité pour cette saga. Pour le coup, le deuxième, qui est sympa aussi, même si ce pas des films que j'aime bien, pour le coup. Et encore une fois, vous savez que, je l'avais dit dans mes vidéos, Bloodlines, d'après moi, est le meilleur de la saga. Donc c'est une saga qu'en réalité, je pensais aimer, mais en fait, non. En les revoyant, j'aime pas du tout. Je veux pas que c'est des films qui sont cool, sauf Bloodlines, qui m'a un peu éclaté. Ça, c'est des films que j'ai revus vraiment à la baisse et qui m'ont pas vraiment fasciné. C'était un peu dommage, mais j'ai revu plein de films ce mois-ci. J'ai revu Lilo & Stitch parce qu'à la base, je voulais faire une critique du nouveau. Malheureusement, vous savez, je vous avais expliqué pourquoi je l'ai pas fait au final, mais j'ai revu l'ancien et l'ancien est très bien, très divertissant, mignon, parle bien de famille, de la culture hawaïenne, de plein de choses vraiment cool par rapport à l'univers du film. Il est drôle, il est touchant, il a des personnages vraiment bien. C'est pas dans le top des Disney d'après moi, mais il est bien de tous les points de vue sans d'après moi aller au-delà de ça, donc je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. J'ai jamais été un fan de Lilo & Stitch quand je grandissais, c'était pas ma cam quand j'étais gosse, mais là je l'ai revu vraiment en me disant ouais, c'est bien, c'est mignon, c'est cool et ça vaut clairement le détour en tant que film Disney, même si c'est pas le haut du panier. J'ai fait découvrir Alien à quelqu'un qui a vraiment beaucoup aimé et on a enchaîné aussi sur Aliens le retour, deux chefs-d'œuvre, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alien 1 indémodable. Il fait encore flipper les gens qui ont jamais vu Alien. Alien 2, pareil, un autre délire, mais c'est toujours aussi efficace. Donc oui, deux pépites, deux chefs-d'œuvre. Bref, j'en ai fait une grosse vidéo l'année dernière. Vous savez ce que j'en pense clairement. Mais voilà, je les revois toujours avec énormément de plaisir. Quand les gens me disent on se mate Alien, je suis là, ouais, grave, parce que c'est beaucoup trop bien. Et les Blu-ray 4K des deux, surtout celui-ci, d'Alien 1, sont magnifiques. Donc honnêtement, un vrai plaisir de les revoir. Et j'ai commencé la série L'Éternaute que j'ai pas fini parce qu'il y a une scène avec... Enfin, une scène. À partir du moment où il y a des monstres, c'est pas un spoiler, hein, c'est dans les affiches, les bandes annonces et tout. Et à partir du moment où il y avait les monstres, ça me faisait penser beaucoup à Metro 2033, dont je suis un grand fan, j'ai lu les livres, j'ai fait les jeux. Mais honnêtement, ok. C'est bien, hein, c'est sympa, mais j'ai compris le truc, j'ai pas voulu finir. J'ai regardé 4 épisodes, il m'en reste 2 en plus, j'aurais pu finir. J'ai même regardé la moitié du 5e, j'aurais pu finir, mais j'ai pas envie. Honnêtement, je me suis dit, ok, en vrai, je préfère regarder des films, je préfère regarder d'autres trucs que ça. C'est pas mauvais, hein, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Peut-être je finirai, sûrement finirai, mais c'est sympa, c'est cool. Le concept apocalyptique est sympa. Les monstres ont un peu gâché le truc pour moi, un petit peu. Alors, je comprends que c'est l'histoire et tout, s'adapter d'une BD, si je dis pas de bêtises. C'est bien, hein, c'est une bonne série, mais j'étais pas dans le mood ce mois-ci pour finir la série. Peut-être je la finirai le mois prochain, j'en sais rien, mais parfois, vous savez, vous regardez des séries, vous n'êtes pas du tout dans le délire, et celle-ci en faisait clairement partie, mais je reconnais les qualités d'écriture, de mise en scène, ce qu'ils ont fait par rapport au budget qu'ils ont, qui j'imagine n'est pas énorme, est vraiment impressionnant, vraiment bien, donc c'est cool, hein, mais j'étais pas dans le mood, du coup j'ai pas fini. Pour parler des films, il faut savoir que j'en ai vu des bouses ce mois-ci, pour le coup, je vais commencer avec le pire film que j'ai vu ce mois-ci, des nouveaux films en tout cas, c'est Death of a Unicorn. Ne me demandez pas comment j'ai vu, vous savez comment j'ai vu, VPN, tout ça, vous connaissez l'histoire. Death of a Unicorn, c'est l'histoire d'une famille qui va tomber sur une licorne qui a des capacités de guérison, et cette famille de riches qui a donc invité deux personnes qui sont pas riches mais qui veulent rejoindre la famille en tant qu'employés, du coup ils sont en train de leur lécher les bottes. Cette famille de riches veut prendre les pouvoirs de la licorne afin, on va dire, de guérir le patriarche de la famille, le père de famille qui est le riche, qui décide de tout, et c'est donc voilà, une histoire de l'homme qui essaie de dompter la nature, qui essaie de dompter la mort, l'immortalité et toutes ces choses là. Et le concept à la base
base, tu dis ok, c'est à 24, ils vont avoir une approche peut-être un peu, je dirais pas forcément philosophique ou intéressante, mais il y aura une proposition de film d'auteur intéressante derrière. Et la vérité est que c'est nul à chier. Franchement, c'est pas du tout une proposition intéressante, philosophique ou quoi. C'est un gros slasher de merde. Honnêtement, pourtant j'aime bien les slashers, hein, mais c'est un slasher avec des licornes. Voilà, une ou même plusieurs licornes. C'est ça le concept de l'œuvre, c'est que du coup, bah, ils essaient de, on va dire, utiliser les compétences de guérison de cette licorne et les autres licornes veulent se venger. C'est ça l'histoire et c'est à chier. Honnêtement, entre les licornes qui font pas flipper, elles sont pas du tout inquiétantes, elles sont hyper mal faites en termes de CGI pour le coup. T'as l'impression de voir un vieux film des années 2004. Franchement, Destination Finale à côté, c'était du luxe. C'était assez catastrophique de ce point de vue-là. Il n'y a aucune idée de mise en scène, c'est hyper gênant. C'est une satire, hein, c'est ça le but. Hein. C'est une satire comique qui est censé montrer un peu, vous savez, ces riches et les autres gens qui veulent être dans cette famille pour l'argent, qui sont prêts à abandonner la famille pour l'argent, qui sont prêts à abandonner leur morale, leur éthique pour justement l'immortalité, le fait d'avoir encore plus, toujours plus sans arrêt. Et c'est ça le but avec des personnes qui n'ont pas du tout cette ambition, le personnage de Jenna Ortega. Et je suis toujours un peu triste pour Jenna Ortega parce que tu sais, c'est la première à dire ouais, je suis fan d'Agnès Varda, j'adore son cinéma et tout, par exemple. C'est un exemple que je dis comme ça, je vais peut-être même inventer. Et elle joue dans des booze comme ça. Elle a pas fait un seul bon film de sa vie. J'ai bien aimé hein, Beetlejuice 2 hein, pour ce que c'était, hein, mais il a pas fait un seul vrai bon film de sa vie. Et Death of Unicorn, c'est vraiment ça, c'est un enchaînement de séquences risibles, hyper longues. Et dès le début, je me suis dit, putain, en fait, c'est une comédie de merde, quoi. Tu sais, je me suis vraiment dit ça, je regardais la bande-annonce, je me suis dit, ah ouais, ça peut être sympa et tout, pourquoi pas. Non, c'est une comédie bien grasse, d'horreur, nulle, hyper violente aussi à certains moments, ça peut être cool, mais ça rattrape pas le truc. C'est déjà vu 1 milliard de fois, je me suis pas du tout éclaté, j'ai carrément détesté Death of Unicorn. C'était un vrai supplice, je ne peux pas vous recommander. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a vraiment rien à sauver d'après moi. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de fascinant. Tout le monde joue assez mal, je trouve d'ailleurs. Alors il s'amuse, Will Poulter par exemple, il s'amuse, il joue une sorte de crackhead obsédé par la poudre de cornes de licorne. Lui s'amuse un petit peu, mais franchement les autres, j'ai trouvé que c'était vraiment angoissant, que ce soit en termes d'acting, d'écriture, j'ai rien trouvé de bien à dire sur l'œuvre. J'ai rien, il y a peut-être une ou deux séquences, je me suis dit ah ça c'est un peu pas mal, mais globalement c'est un gros film de merde et je sais même pas pourquoi les gens iraient voir ça, vraiment. Et croyez-moi, c'est pas le seul film de merde que j'ai vu ce mois-ci, j'ai vu La Fontaine de Jouvence, Fountain of Youth sur Apple TV+, cette fois-ci disponible pour tout le monde, même sans VPN. C'est le nouveau film de Guy Ritchie, c'est son Indiana Jones, entre guillemets, et lorsque j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être sympa. Lorsque j'avais vu le casting, je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être même assez divertissant. Je suis allé voir le nouveau Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est qui tout double, hein. Je veux dire, où il fait des merdes infâmes, où il fait des trucs inintéressants en même temps, et parfois il fait des bangers. Là, Guy Ritchie, il est en mode yes man. Alors, je vais pas dire qu'il a pas quelques idées, mais pour faire simple, grosso modo, c'est l'histoire d'aventuriers, d'archéologues, entre guillemets, qui sont à la recherche de la fontaine de Jouvence, mais c'est dans un cadre familial, cette fois-ci, voilà, frères et sœurs, et l'idée, c'est de retrouver cette fameuse fontaine. Il y a plein d'entités qui veulent les arrêter, d'autres mercenaires, des riches, pendant que eux travaillent aussi pour un riche qui, cette fois-ci, vous l'avez compris, veut aussi la vie éternelle, fontaine de Jouvence, parce qu'il est malade, littéralement le même concept pour le coup que le précédent film Death of a Unicorn, et ils vont partir à l'aventure dans plusieurs pays, ils vont vivre tout ça, et quand le film a commencé, je me suis dit, ah, en vrai, c'est pas mal, c'est une sorte de course-poursuite, si je dis pas de bêtises, à Bangkok, si ma mémoire est bonne, je l'ai vu il y a déjà une semaine, et ouais, c'était cool, c'était divertissant, c'était bien, c'était un bon moment par rapport à ça, bonne course-poursuite, bon délire, quelques idées de mise en scène, quelques cascades sympathiques, ouais, cool, tu vois, les retrouvailles entre le personnage de Natalie Portman et John Krasinski, c'était aussi divertissant, il y a une bonne alchimie, et franchement, pendant les 45 premières minutes, je me suis dit, je vais kiffer, ça va être bien, un film d'aventure, comme on n'en fait plus réellement aujourd'hui, ou alors qu'il y en a, ils sont tout pourris, ils vont dans plein de pays différents, il y a un côté un peu espionnage, des courses-poursuites, de la comédie, le côté familial qui est pas mal, qu'on voit pas beaucoup dans les films d'aventure comme ça, pour adultes, entre guillemets, il y a une bonne vibe et tout, je me dis, cool. Plus tu avances dans le film, plus tu te poses des questions sur dans quelle direction va le film, plus tu te poses des questions sur est-ce que c'est vraiment Guy Ritchie qui réalise ce truc, parce que c'est hyper mal réalisé quoi. Enfin, il y a certaines séquences, tu te dis comment c'est possible de réaliser ça, c'est immonde, c'est horrible, t'es complètement perdu, t'as un slow motion au milieu du film, je me suis dit mais pourquoi il a fait ça quoi? Pourquoi il a fait ça? Ils essaient de jouer la case philosophique, pareil métaphysique un petit peu, c'est complètement raté, c'est ridicule. Le côté évidemment fantastique, Fontaine de Jouvence, il y a plein d'autres choses fantastiques, hein, il est à fond à la Indiana Jones. Évidemment, il y a des trucs pas mal, hein, et franchement il y a des trucs au début du film, je me suis dit Guy Ritchie il gère, il a son style un petit peu, vous savez le fait de former une équipe, d'aller faire des missions,
mission, de l'action, tout ça. Et plus t'avances, bah, plus il perd son style, plus les personnages sont peu attachants, j'ai envie de vous dire, plus t'es complètement perdu dans les relations parce qu'elles sont moins fascinantes, il y a peu d'émotions, et parfois il en fait des caisses en mode mélodrame. Tu te demandes vraiment qui a écrit ce truc, pourquoi ils l'ont écrit comme ça, et Guy Ritchie, tu sens qu'il est là pour le chèque, et c'est un peu dommage parce que franchement, pour les bons moments qu'il y a, à chaque fois tu dis ah ça c'est une bonne idée, c'est trop cool, et c'est contrebalancé par un truc mais complètement con, stupide, qui n'a aucun sens, qui gâche le moment dramatique de là où tu dis mais pourquoi ils font ça. Et je vous jure, hein, sans spoiler, hein, la fin, je pense que c'est l'une des pires fins que j'ai vues depuis très très longtemps en termes d'effets spéciaux, en termes de messages pour le film, en termes de à quel point c'est prévisible. C'est tellement un téléfilm à 200 millions, quoi. Je sais pas s'il a coûté 200 millions, j'en sais rien, mais c'est, vous savez, ces genres de films que vous voyez sur Netflix, ces téléfilms tout pourris, mais avec des acteurs célèbres, un réalisateur célèbre, et c'est franchement l'un des pires films de Guy Ritchie que j'ai vu. Je trouve qu'il était pas du tout inspiré, et je trouve que le film ne dégage rien. Au final, quand tu finis le film, tu dis, bah ok, tu refuses de croire que c'est un vrai film, quoi. Il y a 2 heures, hein, c'est un long film, pour le coup, entre guillemets. Tu dis, ok, non, tu refuses de croire qu'il existe parce que, honnêtement, tout ce que tu as vu est balayé par des conneries à la fin. Tu ressens rien. Donc tu ressors au début avec un film, tu dis il va être trop bien, il y a une vraie vibe d'aventure que j'aime bien, des relations divertissantes, et ils ont compris un peu l'essence de ce genre de film. Et plus t'avances, plus ça va dans une sorte de couloir horrible, infâme, avec une photo de plus en plus moche. Je veux dire, la dernière séquence, sans spoiler, en Égypte, est affreuse. Ils ont font des caisses, c'est long, 2 heures, ça aurait jamais dû durer 2 heures. Ça, 1h30, 1h40, ça aurait peut-être été bien avec une fin différente, des personnages moins nuls, surtout vers la fin. Non, franchement, je crois que en regardant le film, j'étais en mode ouais, je vais mettre 2 sur Letterboxd, voilà, c'est moyen, ça passe. J'ai vu la fin, je me suis dit non, allez, 1, 1,5, c'est trop nul. Désolé hein, d'être cynique et aigri par rapport à ce film, mais il m'a vraiment déçu parce que il commençait bien et je pensais vraiment kiffer. Et bah plus j'ai avancé, plus j'ai trouvé ça nul et ça m'a saoulé. En termes de personnages catastrophiques, hein, celui-ci de Gleeson est vraiment dans le haut du panier. J'ai absolument détesté tout son personnage, ce qu'il représentait, comment il était écrit, enfin tout était nul. Il y a une relation d'amour avec un autre personnage et tout, tu dis mais c'est tellement mal fait, tellement nul, tellement cliché, tellement déjà vu. Bref, énorme déception, et croyez-moi, c'est pas la seule déception du mois, parce que j'attendais aussi pas mal Mountain Head, le film de Jesse Armstrong. Jesse Armstrong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le showrunner de Succession. Donc Succession, c'est peut-être ma série préférée de tous les temps. Et là, il fait un film HBO, un film sur Max. Mountain Head, ça raconte l'histoire de 4 milliardaires qui sont donc des milliardaires de la tech, grosso modo, à différents âges, différentes technologies. Il y en a un qui a un réseau social, l'autre une IA, des choses comme ça. Et ils vont dans une sorte de chalet à la montagne qui s'appelle Mountain Head. Et ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils sont dans le chalet que le monde autour d'eux est en train de se désintégrer d'un point de vue économique, financier, géopolitique, et c'est leur faute, parce qu'en fait, il y en a un qui a déployé une sorte de deepfake qui est tellement réaliste qu'il a fait succomber toute la réalité autour de lui, c'est-à-dire que maintenant tu pouvais créer un deepfake de gens qui meurent, de choses horribles et des choses comme ça, je vais pas trop spoiler, mais voilà, de choses de plus en plus graves, et ça a complètement déstabilisé le monde entier, hein, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, ça a fait des vrais problèmes. Du coup, l'économie s'est cassée la gueule et c'est leur faute. Et eux, dans leur presque tour d'ivoire, mais dans un chalet, ils essaient de résoudre ce problème en ayant leurs propres intérêts mis au centre du problème. Et comment est-ce qu'ils résolvent ça par rapport à leur morale, leur éthique et tout. Donc, c'est un huis clos de 4 giga-milliardaires qui discutent de comment sauver le monde par rapport aux choses que eux-mêmes ont fait, leurs problèmes. Donc tu dis clairement qu'en fait ça peut être intéressant, ça peut être divertissant, mais le gros souci c'est que à la base je me suis dit ok, Jesse Armstrong c'est un mec qui a su écrire Succession et a su écrire des riches, à la fois détestables mais appréciables. Et là l'approche je trouve qu'il a prise par rapport à ces gens-là dans le monde de la tech est l'approche détestable uniquement. Succession c'était bien parce qu'au début tu détestes cette famille dans Succession, les Roy, et au fur et à mesure tu commences à les adorer. Mais ils sont pas bons, objectivement ce sont de mauvaises personnes. Mais là il a pris une approche vraiment satirique, comique, et c'est une pure comédie, hein. Encore une fois, pour le coup, il n'y a quasiment rien de dramatique, et quand c'est dramatique, c'est d'un risible affolant, et cette approche, pour le coup, satirique, pour moi, marche pas. Alors peut-être qu'il connaît mieux les milliardaires de la tech que moi, et peut-être qu'il parle réellement comme ça, et ils sont aussi cons, et aussi stupides, et aussi détestables, mais la manière dont c'est fait dans le film, c'est qu'en fait, c'est tellement ridicule que tu peux pas du tout les apprécier, alors c'est normal, hein, mais t'aurais pu les écrire avec un peu plus d'humanité. Ils ont zéro humanité, et en fait, on dirait, et c'est ça le gros souci du film, en termes d'écriture, c'est qu'en fait on dirait que chaque acteur et chaque personnage balance des répliques
d'articles de presse l'un après l'autre. Du coup, tu dis, ah, il se passe ça, puis ça, puis ça, c'est de l'exposition constamment. Et c'est toujours des trucs que le mec imagine pourraient avoir lieu dans les prochaines années, voire même prochaines semaines, disons, soyons fous. Et en même temps, il y a un truc qui est tellement déconnecté par rapport aux émotions du spectateur par rapport à ces personnages-là, parce qu'il essaie trop d'être connecté à une sorte de forme de réalité satirique. Il en fait des caisses tout le temps des caisses, des caisses, des caisses. Et moi, bah, j'ai pas du tout aimé. C'est la malédiction des films HBO. Hein. Les films HBO, ils ont une réputation pour être tout pourris. Hein. HBO, en termes de séries, c'est les rois. En termes de films, ils sont tout pourris. Et là où tu aurais pu chercher de l'humanité dans un personnage de Steve Carell qui est un peu plus vieux, et c'est un milliardaire qui a plus d'expérience, mais en même temps, il est face à ses réseaux sociaux, face à l'IA, et il la comprend, mais en même temps, bah, voilà, c'est un vieil homme, entre guillemets, qui sort un peu de l'ancien monde. Il y avait un truc à creuser. En fait, tous les personnages, il y a des trucs à creuser qui auraient pu être forts, touchants. Ils ont tous des relations différentes, mais en fait, ça devient un truc où ils essaient de se poignarder dans le dos, en même temps résoudre leurs problèmes, et des trucs où c'est nul. Voilà, je vais pas vous spoiler plus que ça. C'est nul, honnêtement. C'était hyper décevant. C'est quoi, 1h45 de gens qui blablatent, mais sans aucune énergie. Il y a zéro idée de mise en scène. C'est un pur téléfilm. Succession, mais plein d'idées de mise en scène. Et c'est une série, hein, tout le temps, constamment, sur la caméra, les zooms, les trucs. Là, la gêne ultime de chaque séquence, de chaque moment, hyper déçu. Hyper déçu, je me dis, au fait, Jesse Armstrong, peut-être c'était pas lui le chef derrière un Succession, peut-être c'était d'autres personnes qui géraient beaucoup mieux Succession que lui. Là, j'étais hyper déçu parce que bah, c'est juste ridicule. C'est ridicule, c'est pas inventif, c'est pas intéressant, c'est pas intelligent. On dirait vraiment, tu sais, un gars, on lui a dit, écoute, c'est quoi le monde dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner, fais-moi un truc, et les gens vont kiffer. Bah non, désolé, les gens ont pas kiffé, hein. Pourtant, il y avait de quoi faire, pourtant, il y avait le casting, il y avait des idées, il y avait plein de trucs. Et c'est risible de A à Z, donc j'ai pas du tout aimé. Désolé, un Mountainhead sur Max, je ne peux pas le conseiller. Énorme déception. Mais ne vous inquiétez pas, là on rentre dans les films que j'ai bien aimés et que je peux vous conseiller avec Predator, Killer of Killers. À la base, je voulais faire une critique vraiment de Killer of Killers, mais je change un peu les choses sur la chaîne. Il y aura moins de critiques d'œuvres de manière générale, comme ça. Et j'ai envie de vous dire que Predator, Killer of Killers est le 3e meilleur film Predator. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film d'animation qui est sorti donc sur Disney+, de Dan Trachtenberg, donc le même réalisateur que Prey et le prochain qui va sortir là bientôt qui s'appelle Badlands. Et c'est l'histoire de Predators qui vont, à travers le temps, sur l'humanité, essayer de trouver les plus grands guerriers de la Terre afin de les affronter. Donc ils vont affronter des vikings, enfin à chaque fois c'est un Predator versus des vikings, un Predator versus des samouraïs et un Predator versus un mec soldat de la Seconde Guerre mondiale dans un avion. Et c'est un truc qu'on voulait toujours, après avoir vu Prey, on s'est dit ok, les Amérindiens ou les Premières Nations pour être plus précis contre un Predator c'est giga stylé, quand est-ce qu'ils font les vikings et les samouraïs et tout. Du coup ils ont fait ça en film d'animation et l'animation est pas mal pour le coup. Alors il y a des trucs un peu que j'aime pas par rapport au manque de frame dans certaines séquences, vous savez le style un peu qu'il y a depuis quelques années, mais globalement l'animation est plutôt jouissive, stylée, violente, plutôt bien faite avec un style, je dirais pas forcément unique, mais efficace. Il y a juste un plan séquence chez les Vikings qui m'a pas forcément plu, mais l'animation est cool. Franchement, tu regardes ça, c'est plaisant sans être exceptionnel. Ça fait voilà téléfilm plus que film, mais du coup, ce qui est cool, c'est de voir justement, bah voilà, ces humains face à ces différents prédateurs dans différents milieux. Le passage avec les Vikings est plutôt cool, mine de rien, parce qu'en fait, tu es dans un raid des Vikings et le Predator intervient, et c'est plutôt cool parce qu'il y a un lien par rapport à la famille, par rapport au passé des personnages qui vont développer à chaque fois. Le samouraï est super cool aussi parce que c'est la meilleure séquence du film d'ailleurs, parce que c'est un film ou un passage du film qui est muet, entre guillemets. C'est que par les visuels, il y a quelques samouraïs qui échangent quelques mots à certains moments, mais grosso modo, c'est uniquement visuel. C'est encore une fois la thématique de la famille. D'ailleurs, les 3 histoires ont une thématique de famille, qui est vraiment réussi, et je trouve que celle du samouraï est le meilleur passage du film. Voilà, c'est le délire samouraï, confrontation, c'est vraiment stylé par rapport à ça, c'est satisfaisant, rien à dire, c'est même assez intelligent sur certaines idées de mise en scène, donc il y a plein de trucs cool par rapport à ça. Et il y a aussi évidemment bah, tout le délire avec le soldat. Là, je vous montre la viking pour le coup qui est une personne plus âgée, le samouraï qui est un peu plus jeune et le soldat qui est encore un peu plus jeune. Et le combat avec le soldat, c'est plus un combat dans les airs, voilà, de pilote à pilote, ce qui est vraiment bien. Et il y a un truc que je vais pas trop spoiler ici, qui est intéressant par rapport à ça, mais ce que je veux dire par rapport à ce film, c'est qu'en fait, ouais, il va assez loin, je trouve, dans le délire, il est complètement assumé, ça montre dans quelle direction veut aller la saga Predator, et je trouve qu'ils ont bien compris l'univers, ils ont proposé des histoires indépendantes courtes, je veux dire, chaque petite histoire, c'est 20 minutes. Il y a 20 minutes chez les Vikings, 20 minutes chez les samouraïs, 20 minutes, voilà, chez le pilote, et 20 minutes dans un autre endroit, que je vais pas spoiler, qui est vraiment cool aussi, donc ça donne une direction, je trouve, assez nette et précise de la saga Predator, en proposant un truc satisfaisant,
cool, badass, qui comprend bien un peu la mise en scène avec des styles différents. Je veux dire, le combat des Vikings et des samouraïs n'a rien à voir, quoi. Pour le coup, d'un point de vue de mise en scène, on dirait que c'est un autre réal à chaque fois, mais il joue beaucoup sur ça, il joue beaucoup sur l'esthétique de chaque zone, il joue beaucoup sur les objets, il y a un peu d'émotion par rapport au personnage, vu qu'il y a une histoire de famille derrière, donc ça va assez loin, mine de rien, c'est hyper divertissant, ça tente des trucs en termes de mise en scène, c'est un bon téléfilm d'animation. Au cinéma, j'aurais été déçu, hein. Tu dis ok, c'est un peu cheap et tout, mais là, c'est un téléfilm Disney, donc en vrai, c'est cool, c'est ça qui est bien, et j'ai moins d'attentes par rapport à un téléfilm que par rapport à un film. Du coup, là, tu regardes ça, t'es diverti, il y a plein de séquences qui sont assez brutales, qui sont chouettes, qui ont plein d'idées. Ouais, c'est un film qui est plus basé sur la mise en scène, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est presque muet pendant un long passage du film. Et je peux vous le conseiller, honnêtement, parce que ça a bien compris ce que ça voulait être, ça raconte plein d'histoires. Oui, ça va un peu loin d'un point de vue, on va dire, d'enjeu qui fait baisser certaines choses par rapport aux spectateurs, je vais pas trop en révéler, mais la fin est cool, genre les 20 dernières minutes sont vraiment cool, ça va dans une direction quand même prévisible par rapport à ce que tu as vu dans le film et tu sais par rapport au marketing où ça va aller. Je sais pas s'ils ont montré d'ailleurs les 20 dernières minutes dans le film, mais c'est bien, c'est chouette parce que ça a assumé, ça a compris le concept, c'est à la fois brutal, ça parle de vraies thématiques sérieuses aussi par rapport à ces nombreux membres de ces familles, parce qu'ils ont tous un membre de la famille qui cause un peu problème, et du coup, bah, forcément, il y a un lien qui est fait d'un point de vue thématique entre les trois histoires, c'est ça qui est cool. Donc c'est bien, honnêtement, c'est vraiment bien, c'est 1h20, je crois, en plus, ça se regarde très très vite. Donc si vous voulez voir un film d'action, d'animation cool, là c'est Predator, honnêtement, c'est cool, ça vaut le détour. C'est chouette, vous allez passer un bon moment devant, je n'en doute pas, et ça donne envie de voir la suite des films Predator avec Badlands qui sort, si tu fais pas de bêtises, en novembre. Ensuite, pour aller parler de films live action que j'ai bien aimé, on a le Freaky Tales. Freaky Tales, c'est un film qui est sorti là récemment sur internet, en VOD aux États-Unis et tout, et au cinéma aux États-Unis. Ça raconte l'histoire de jeunes, généralement anarchistes, un peu punk, qui sont régulièrement agressés par des nazis. Et il y aura donc 3 histoires plus ou moins indépendantes, un peu comme Predator, c'est assez rigolo, où grosso modo on va suivre des jeunes face aux nazis, on va suivre un homme interprété par Pedro Pascal qui est une sorte d'homme mercenaire qui doit récupérer de l'argent et en même temps il est à un jour de sa retraite mais un truc mal se passe, et un basketteur professionnel qui sera lui aussi attaqué par des nazis. Donc le point commun entre ces intrigues là, c'est qu'il y a du nazisme et les personnages vont forcément se rencontrer à partir d'un moment, mais il y a une vibe que j'ai beaucoup aimé qui est en mode genre années ouais, 70, 80 presque, vous savez, de fiction par rapport aux personnages, par rapport à qui ils sont, et il y a un délire par rapport au vert qui est assez intéressant. Mais voilà, cette vibe néo-nazi, vous savez, des films de l'époque, un peu la American History X, mais un peu plus comique. Alors, ça reste un drame qui mélange beaucoup de genres différents. Il y a une rap battle aussi dans le film qui est vraiment très drôle. On va vraiment suivre plein de gens différents. Voilà, pour le coup, je vais pas trop spoiler qui on suit, comment on les suit et tout, mais c'est fun parce que tout est lié par rapport à ces nazis. Et l'histoire, c'est ça, c'est comment ils vont affronter ces nazis. Est-ce qu'ils vont avoir peut-être des pouvoirs? Est-ce qu'ils vont devoir faire équipe? Et en même temps, vu que c'est des styles différents à chaque intrigue, chaque histoire, il y a un truc un peu des frères Cohen. On dirait une grosse inspiration quand même de l'œuvre. Il y a des moments qui sont assez mémorables, qui sont assez touchants, qui sont assez bien trouvés. Bah, je trouve que Pedro Pascal, il joue super bien, encore une fois, mais ils jouent tous vraiment bien. Ben Mendelsohn aussi est très très bon dans l'œuvre. Il y a un délire un peu à la Kill Bill aussi que j'ai pas envie de trop révéler ici, qui vaut clairement le détour. C'est un film qui dure quoi, 1h45, qui va plonger à la fois dans une ambiance punk anarchiste, une ambiance un peu afro, rap, hip-hop, une ambiance un peu basket mélangée avec du Kill Bill, et en même temps le côté mercenaire à la frère Cohen. Et je trouve que c'est une bonne chose, une bonne idée, une bonne ambiance. Oui, c'est un peu simple à certains moments. Oui, c'est un peu too much à certains moments aussi. Mais c'est le but. C'est un film qui est entre la réalité, la fiction, le surréalisme à certains moments. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que ça assume, ça va loin, c'est bien joué, il y a une vraie identité, c'est fait avec vraiment du cœur. Et j'ai trouvé ça vraiment divertissant, avec pas mal d'idées de mise en scène sur comment sont traités les personnages, leur classe sociale. Et en même temps, voilà, les différences de violence entre les personnages, ce qu'ils subissent, comment ils sont vus. Donc c'était étonnamment touchant, étonnamment jouissif, voilà, c'est un terme que je vais utiliser pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Donc c'est un bon délire, et plus vous avancez, plus vous comprenez dans quelle direction ça va. Vous comprenez un peu la ref à Kill Bill, mais plus vous comprenez dans quelle direction ça va. Et honnêtement, ça finit d'une force assez étonnante, mais que j'ai trouvé assez folle. Donc si vous voulez voir un film qui est satisfaisant,
fun, drôle, avec une ambiance, voilà, années 70, 80, hip-hop, mais pas que, où on tabasse des nazis, vous allez kiffer. Donc honnêtement, ça vaut clairement le détour. Je ne peux que vous conseiller cette œuvre qui est grave sympa. Un autre film que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti en salle cette fois-ci, c'est Small Things Like These, où tu ne mentiras point, je crois en version française. C'est grosso modo l'histoire d'un petit patelin en Irlande, avec Cillian Murphy dans le rôle principal, qui a quelques secrets. Et Cillian Murphy, c'est un prolétaire, pas prolétaire parce qu'il a quand même une entreprise, je dirais, mais il bosse dans un milieu très manuel, voilà, disons les choses, il bosse dans le charbon, il fait des livraisons, des choses comme ça, même si, bon, il a une situation qui semble aisée par rapport à beaucoup de personnes, il reste quand même un mec qui a ses mains dans littéralement du charbon, et il va commencer à faire ses livraisons tranquillement jusqu'au moment où il va remarquer que les femmes, et surtout les jeunes filles de la ville, sont peut-être un peu mal, on va dire, exploitées. Elles sont peut-être un peu contrôlées, j'ai pas envie de trop en révéler, mais il se passe un truc avec les femmes, voilà, dans cette ville. C'est pas de la fiction, hein, c'est d'ailleurs inspiré d'un livre, c'est un drame social complètement vrai, entre guillemets, et c'est ça qui est fort, c'est que lui va commencer à voir toute cette femme-là être maltraitée, plus ou moins, et il va commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il doit en parler, est-ce qu'il doit le remarquer, est-ce que, voilà, il y a un lien par rapport à lui, sa famille, parce qu'il a que des filles, par exemple. Il est avec une femme, il est très heureux, il travaille beaucoup, t'as l'impression que sa femme, c'est qu'une femme au foyer, ses filles, bah, elles bossent beaucoup, et lui, il est toujours dans le charbon. Donc, tu sais, il a ce truc où il se pose vraiment la question de est-ce que moi, je dois intervenir, est-ce que la vie, elle est faite comme ça, bah, nous, les hommes, on bosse, et les femmes font leur truc, et je me mêle pas de ça. Donc, il y a tout ce truc-là où on se pose des questions sur, et surtout lui se pose des questions sur ce qu'il doit faire. Ça commence à le traumatiser de plus en plus, il sait pas comment intervenir, il sait pas quoi faire, et c'est assez fort parce que c'est vraiment une communauté locale où quasiment tout le monde se connaît, ils vivent une sorte de moment un peu de stress, de tension qui crée beaucoup de problèmes, je trouve, dans le film et par rapport au personnage, et tu sais pas vraiment ce qu'il va faire, comment il va le faire, et c'est ça qui est fort, c'est que c'est la vie normale. C'est la vie normale avec des institutions fortes comme l'église, surtout en Irlande à l'époque, avec ces gens et surtout ces femmes qui subissent et subissent, et en même temps, bah, cet homme qui sait pas quoi faire, il sait pas s'il doit même regarder, il sait pas comment agir, donc j'ai trouvé ça assez fort, assez touchant, c'est un beau film, il est très contemplatif, hein. Il y a quasiment pas de dialogue, encore une fois, il y a des moments, surtout de nuit, qui sont très touchants, Cillian Murphy magistral, alors c'est pas un film qui va lui donner des Oscars ou je sais pas quoi, mais il est très touchant, il a ce regard très doux et à la fois triste, et il y a des flashbacks. Honnêtement, les flashbacks, moi, ils m'ont un peu déçu parce que je pense que le film sans flashback aurait été meilleur. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, mais le film aurait été meilleur, même si je comprends pourquoi il y a autant de flashbacks et tout. Mais honnêtement, peut-être avec des trucs de mise en scène dans sa vie actuelle, je pense même que si on enlève les flashbacks, on comprend les flashbacks. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que les flashbacks étaient un peu too much et trop explicatifs, mais tout le monde joue super bien, il y a une super ambiance. C'est beaucoup sur le non-dit aussi, ils vont jamais s'avouer les choses, ils vont jamais dire la vérité et ils vont cacher beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Donc de ce point de vue-là, je l'ai trouvé fatalement touchant, poignant, beau à certains moments, mélancolique, et ouais, il y a une sorte de fatalité qui se dégage de l'œuvre que j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, tu te mentir un point, je crois, où Small Things Like This vole des tours. D'ailleurs, le Small Things Like This, il est intéressant parce que voilà, Small Things Like This, quand on voit le film, c'est un lien avec ces petits trucs qui changent un peu les choses et tout. Donc ouais, honnêtement, c'est bien et je vous le conseille. Honnêtement, comme le prochain film que je vous conseille, The Phoenician Scheme, le nouveau Wes Anderson. Ça, pareil, j'allais en faire une critique, hein, évidemment, mais j'étais en vacances la semaine dernière et là, c'est un peu trop tard. Vous savez, les critiques comme ça, les gens ne regardent plus. Donc The Phoenician Scheme, c'est l'histoire d'un homme qui veut transmettre sa fortune à sa fille. Il a beaucoup d'enfants, d'ailleurs beaucoup de garçons, mais il a aussi une fille, sauf que c'est compliqué parce qu'il veut transmettre sa fortune uniquement si sa fille est à la hauteur de sa fortune, et pour avoir cette fortune, il doit accomplir une dernière mission. Donc c'est à la fois un film de sabotage, d'espionnage international, et en même temps d'une relation familiale avec tout un lien religieux, un lien économique, diplomatique, géopolitique entre cet homme qui survit et plein de tentatives d'assassinat. Donc c'est Wes Anderson qui tente l'expérience d'espionnage avec des plans compliqués, des histoires farfelues, des guérillas communistes, de l'interventionnisme américain, des espions, une sorte vraiment d'intervention au Moyen-Orient, du pillage de ressources, donc plein de trucs vraiment sérieux, avec la touche Wes Anderson un peu légère qui cache forcément, comme toujours dans son cinéma, une forme de mélancolie. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont saoulés par le style Wes Anderson, qui n'en peuvent plus, qui en ont marre tout simplement, mais j'ai adoré plein de choses. La relation entre les deux, j'ai trouvé formidable. Benicio del Toro, j'ai trouvé génial, hein. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs rôles depuis un moment. Il est super
super bon, il a plein d'accents différents, il gère, il déchire. Michael Cera dans du Wes Anderson, mais quelle idée de fou pour le coup. Je crois que c'est Benedict Cumberbatch qui avait dit que c'est comme Dieu qui joue avec de l'eau. Enfin, c'est un truc complètement ridicule, mais ça marche tellement bien. Il y a plein d'idées comme ça. À chaque fois, les acteurs qui interviennent, ils sont fascinants, ils sont drôles. Là, t'as Tom Hanks, Cranston et Ahmed qui sont formidables. T'as plein de moments presque iconiques comme ça dans l'œuvre. T'as l'impression, ils jouent bien avec les émotions et ils mélangent bien en fait plein de choses. Cette peur de la mort d'un homme, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il se fait tout le temps presque assassiner. Il survit à plein de tentatives d'assassinat. Les gens en parlent dans les journaux. C'est un peu une célébrité par rapport à ça. Et en même temps, il fait genre le mec nonchalant. Il s'en fout. Mais il a peur de mourir. Il a peur de léguer entre guillemets sa fortune, mais surtout de perdre sa vie. Du coup, il y a un aspect religieux que j'ai trouvé vraiment cool par rapport à d'autres acteurs, d'autres personnages que je ne vais pas montrer ou spoiler ici, qui sont vraiment touchants, qui sont beaux. Donc, il y a fatalement beaucoup de couches dans cette œuvre qui sont gérées, qui sont réussies, qui sont belles, qui sont touchantes, et en même temps, il y a l'originalité de Wes Anderson. Alors, originalité, bon, faut voir, hein, on a combien de films de Wes Anderson où il fait un peu la même chose, mais il maîtrise, quoi. Je veux dire, ouais, il y a un gars qui fait du cinéma comme ça, laissons-le faire du cinéma comme ça. S'il doit faire ça toute sa vie, on sera content d'avoir des films de Wes Anderson qui reproduit son style. Tu vois, il a un style un peu unique, laissons-le kiffer, laissons-le faire son truc un peu théâtral, surtout dans les scènes d'action qui sont assez drôles. T'as même des séquences caméra épaule qui m'ont un peu surprise parce que c'est pas du tout le genre de truc qu'il fait. Donc, laissons-le être dans son truc, tout en ayant des personnages touchants, attachants, en étant super drôle comme d'habitude, en ayant du cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé Definition Scheme pour le coup. Je trouvais ça vraiment touchant, tout en étant intelligent par rapport à ce qu'il veut raconter, en ayant plein d'idées de mise en scène comme d'habitude. Et Michael Cera, il a clairement volé le show. Donc, il y a plein de surprises au rebondissement dans le scénario. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, encore une fois, je sais que c'était pas le cas de tout le monde. Je sais que c'est beaucoup moins un phénomène que les précédents films qu'il a sortis. Mais celui-ci, moi, il m'a vraiment fait kiffer et je le conseille. Après, moi, j'avais kiffé Asteroid City. French Dispatch, un peu moins, je trouve. Mais Grand Budapest Hotel était génial. I Love Dogs aussi était cool. Donc, honnêtement, moi, j'aime bien Wes Anderson. Pour le coup, j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc celui-ci m'a beaucoup plu aussi, peut-être même plus qu'Asteroid City, qui était d'ailleurs très bien, peut-être carrément plus que French Dispatch, en dessous de Budapest Hotel pour parler des plus récents. Je sais pas s'il va être dans le top 5 des Wes Anderson, probablement pas, mais c'était vachement bien et je ne peux que le conseiller. Genre les fans de Wes Anderson qui étaient un peu réticents, allez-y, c'est bien, ça vaut le coup. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de Wes Anderson, allez-y aussi, ça vaut le détour, c'est en salle. Mais mon film préféré, on va dire, voilà, les 3 derniers que j'ai cités, ou même les 2 premiers, on va dire c'est quasiment le même niveau, mais c'est le magazine Dreams avec Jonathan Majors. Et moi je vais vous dire un truc tout de suite, c'est dommage qu'il soit un agresseur qui a tapé sa femme, parce que là, c'est une nomination à l'Oscar, hein. Je déconne pas, hein. Ça, en fonction de la compétition qu'il va y avoir cette année, s'il n'était pas dans ce délire de taper sa femme, il aurait été nommé à un Oscar, je pense. Alors, Magazine Dreams, c'est un film qui est prévu depuis longtemps, mais qui est enfin sorti, pas en France, hein, voilà, VPN, tout ça comme vous voulez, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est clairement seul, qui vit pas bien avec son grand-père, il n'a pas de parents, il a des problèmes, voilà, soyons honnêtes, il a des problèmes, et il a décidé de se réfugier dans un truc pour lui qui est important, la musculation, le bodybuilding, pour être beaucoup plus précis, et son rêve, c'est d'être sur les magazines. Magazine Dreams. Et il y a un truc où il est complètement obsédé, mais genre obsédé par les autres bodybuilders, et il essaie de devenir lui aussi bodybuilder. Forcément, c'est très compliqué, parce qu'en fait, le mec est pas très bon, il a un physique impressionnant, mais voilà, par rapport aux autres, il est pas si bon que ça. Donc il essaie de se qualifier, faire des compétitions, bien manger, essayer de trouver de l'argent, mais il a un truc où il est à la fois un peu violent aussi, et tu comprends d'où vient sa violence par rapport à ses parents, son grand-père et tout. Il s'occupe d'ailleurs de son grand-père, donc il y a une vraie violence qui vient là, qui en lui, il sait pas se contrôler. Il y a le truc par rapport au fait que c'est un noir, du coup, forcément, dans certaines circonstances, il y aura plus de problèmes aux États-Unis que d'autres. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui font qu'en fait, c'est un peu un loser de base, mais volontairement. On te le montre comme un peu un loser, mais il est là pour te faire de la peine. Tu sens qu'il est un peu, je sais pas si le terme c'est neurodivergent ou sur le spectre de l'autisme, mais il a un truc, tu vois, il est pas, entre guillemets, je sais pas comment appeler ça comme ça, entre guillemets normal, vous m'avez compris, mais il est un peu, voilà, sur une forme de spectre un peu étrange, et il va pas très très bien, et la société, tu sais, l'oppresse de plus en plus, et lui, la manière dont il a de s'en sortir de cette société, c'est la musculation, c'est d'être meilleur, sauf qu'il est pas bon en musculation, ça le souci. Donc c'est ça, il va essayer d'avoir des relations amoureuses, il va essayer d'aimer les gens, il va essayer de faire plein de choses différentes, jusqu'à aller de plus en plus loin, se rebeller contre cette société. Et je trouve qu'il y a pas mal d'idées de mise en scène. Alors ça va faire beaucoup penser à des films un peu classiques, à la Taxi Driver, où il y aura une sorte d'ébullition par rapport à cet homme de plus en plus, ou plein d'autres films comme ça. Mais il y a le délire bodybuilding qui est bien, qui est touchant, parce qu'au fait, ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Ça aurait pu être le bodybuilding ou autre chose. Ça aurait été la même chose, ça aurait été la même histoire. Sauf que là, c'est le bodybuilding, c'est juste le thème du truc. Il y a des shows. En fait, c'est intéressant parce que le bodybuilding, tu fais un show. Tu es littéralement devant
où t'as glace, donc face à toi-même, donc ça en termes de mise en scène c'est plutôt cool, ou t'es face à des gens qui te jugent, donc là la glace c'est plus toi-même, mais c'est donc des inconnus qui te jugent, ton physique, et ils se sentent pas très très bien après être sortis de chaque cérémonie, de chaque compétition, et c'est ça qui va être d'après moi assez touchant et poignant, et Jonathan Majors, bah il est très très bon, voilà, c'est la vérité, hein, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est un agresseur, il a perdu son procès et tout, mais voilà, il est bon. Voilà, il est très très bon même. Il est super touchant, c'est de vraie vulnérabilité, et en même temps il a une vraie agressivité. En fait, c'est une sorte d'enfant dans un corps voilà, d'adulte hyper musclé. C'est touchant, c'est beau, c'est poignant. Ce qu'il fait, il y a des scènes où il est vraiment marquant. Il y a des moments où il est vraiment gênant. Tu sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi il obsède les gens, pourquoi il s'obsède aussi lui-même par rapport à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il a? Il y a des moments assez chocs et traumatisants par rapport à ça dans l'œuvre qui sont vachement bien, je trouve. Donc, ouais, il est très très bon. Il y a des idées de mise en scène par rapport au fond aussi, par rapport aux lumières, par rapport au reflet aussi à certains moments, par rapport à plein de trucs. Il y a des positionnements de caméra qui sont bien. Ouais, Magazine Dreams. Honnêtement, je sais pas si du coup Jonathan Majors aura une autre carrière par la suite, si ce sera la renaissance, parce que les gens vont se dire putain, en fait, le mec est trop bon. Il est trop bon. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Pour le coup, là, il est vraiment bon. Et je pense que s'il n'était pas dans ce délire avec le procès, il aurait eu une carrière assez intéressante et incroyable, parce que là, c'était, je pense, un rôle pour le propulser, et en même temps, bah, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, il y a une belle musique à certains moments aussi, t'as des moments hyper angoissants par rapport au film. Voilà, c'est pas un film qui va vous laisser indifférent, je pense, vous pouvez aimer, détester, mais ça vous allez ressentir des émotions assez, parfois, voilà, on va dire contradictoires par rapport à lui, parce qu'il fait de la peine, et en même temps tu le détestes et tout, donc c'est bien, c'est vachement bien. C'est con, hein, c'est con pour lui, c'est con pour le film, parce que du coup personne va distribuer un film avec Jonathan Majors, personne va prendre le risque, parce que personne va oser regarder ce genre de truc, mais c'est super bien. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est vachement bien comme film. Il y a une belle fin, il y a des moments vraiment touchants, des moments difficiles, il y a plein de trucs trop bien en fait dans l'œuvre, qui a plusieurs couches par rapport à lui, par rapport à ses émotions, sa sexualité, par rapport à plein de trucs. Ça va assez loin, donc ouais, c'est con à dire, mais c'est trop bien comme film, et je pense que vous allez tous passer un très bon moment devant. Oui, c'est un peu original, des redites par rapport à plein de films du style, vous savez, de ces gens qui commencent à péter un câble pour la société, mais la thématique ou le skin, disons, bodybuilder, apporte des choses de mise en scène qui sont intéressantes et réussies. Donc oui, je vous conseille Magazine Dreams, c'est vachement bien, et c'est le meilleur film, en tout cas des films que j'ai critiqués dans cette vidéo, que j'ai vu le mois dernier. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Reels ou même Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.